Ça tourne. OK. Bon, bah, merci pour l'invitation. Donc, je vais vous parler d'un papier en particulier, je pense, donc, sur la formation, le modèle de formation des réseaux de production. Si vous voulez, on pourrait dire les modèles de formation des chaînes logistiques, mais en économie, les gens utilisent plutôt le terme de réseau de production parce que il y a peut-être une perspective un peu plus systémique et globale sur la formation de ces réseaux que quand on parle de chaîne logistique, c'est plus centré sur une entreprise individuelle qui est dans une optique de gestion de la chaîne logistique. Donc, on parle de réseau de production. Et on parle de problématiques un peu systémiques parce que, en fait, pourquoi moi et d'autres s'intéressons à ce problème? La motivation, elle vient d'essayer de comprendre l'origine, on va dire, des fluctuations ou de la volatilité macroéconomique. Euh, Toujours, on va dire, le paradigme un peu dominant sur la modélisation des variations cycliques en économie et oui, de la volatilité macroéconomique, c'est l'approche, disons, qu'on appelle parfois Real Business Cycle, ou c'est la même chose dans ce qu'on appelle les modèles des calibres général stochastiques. C'est l'idée que les chocs sont des chocs, que les fluctuations sont liées à des chocs macroéconomiques agrégés de forte importance, on va dire, qui affectent l'ensemble de l'économie simultanément et ce qui affecte, ce qui génère ensuite dans la réponse des fluctuations macroéconomiques. Et l'idée ou l'argument, il y a un argument, c'était répandu, il y a un argument de Lucas sur pourquoi c'est forcément des chocs agrégés. Eh ben, il dit, si vous considérez que vous avez des entreprises à peu près de même taille dans l'économie et que chacune reçoit des chocs indépendants, OK, parce que la partie non systématique des chocs, la partie indépendante des chocs, eh ben, si ça, donc chaque firme est engagée et affectée par un choc de manière indépendante avec le théorème central limite, OK, vous avez une somme de variables indépendantes, le choc agrégé il va être donc, chaque firme reçoit un choc de moyenne nulle de manière indépendante. Donc, avec le théorème central limite, tout ça va s'agréger de manière assez rapide. La variance va diminuer rapidement avec le nombre de firmes. Et donc, vous ne pouvez pas avoir de fluctuations macroéconomiques qui correspondent à la somme de chocs idiosyncratiques sur des entreprises, sur un grand nombre d'entreprises de même taille. Donc ça a été... il y a une littérature qui a pas mal commencé à remettre ça en question initialement, mais surtout il y a eu dans les années 2000-2010. Alors peut-être vous êtes familier avec, par exemple, les papiers de Gabet. Il dit, OK, vu la taille de vu la forme de la distribution de la taille des entreprises, qui ne sont pas du tout une taille uniforme, mais il y a des entreprises qui sont beaucoup plus grosses que d'autres, et ben, le fait, même si les chocs sont indépendants, ben, ça peut générer quand même des fluctuations macroéconomiques importantes si, notamment, les chocs qui portent sur les entreprises de grande taille. Euh, Formellement, si vous avez une distribution avec des queues épaisses, et ben, il se peut que le théorème de centrale limite ne s'applique pas. La variance peut même être infinie dans certains cas. Ok. Donc, ça, c'était un premier argument. Et un autre argument, c'est celui qui est mis en avant par Acemoglu et ses co-auteurs dans un papier en 2012, qui dit, oui, ce qui peut aussi être générateur de chocs macroéconomiques importants, même si on a, même à partir, sans avoir de choc commun, mais en ayant de la volatilité au départ microéconomique endogène, c'est la structure des réseaux de production. Au sens où s'il y a des chocs qui affectent les entreprises qui sont très centrales dans le réseau, eh bien par les relations que les entreprises entre elles, ça peut avoir des répercussions macroéconomiques importantes. Par exemple, s'il y a une caricature, c'est s'il y a eu la chaîne, quoi, le réseau de production, c'est une étoile avec une firme au centre, toutes les autres qui dépendent de cette firme pour un input qui serait crucial pour elle.
eh bien, un choc sur la firme au centre peut avoir un effet macroéconomique quand même il y aurait une seule firme qui serait impactée. Et donc, ce que fait Acemoglu et Tal dans ce papier-là, c'est de dériver, ils ont une formulation sur à quelle vitesse se relaxent, on va dire, les chocs macro, mais les chocs microéconomiques, ou quel est plutôt à quel point les chocs microéconomiques sont amplifiés par un certain réseau de production en fonction de caractéristiques du réseau, typiquement le vecteur propre dominant. Ok. Donc, comment les caractéristiques du réseau de production expliquent la volatilité macroéconomique. Ok, ça va donner pas mal une naissance à une littérature assez large, notamment les travaux de Baki, N et Fari, qui ont étendu ça en disant, OK, c'est pas seulement ce à quoi s'intéresse Acemoglu et al., c'est, OK, chaque firme a un choc, comment les chocs s'amplifient. Donc Baki et Fari ont généralisé ça un peu à l'idée que, OK, on peut expliquer tout un ensemble de caractéristiques macroéconomiques ou de propriétés macroéconomiques de l'économie à partir de la structure du réseau et, disons, des imperfections ou des caractéristiques microéconomiques au niveau de chaque entreprise. Donc, par exemple, quelle est la marge la marge de chaque entreprise, qui est au niveau de marge, ce qu'on appellerait en anglais un markup, ce qui est un peu la marge par-dessus le prix compétitif ou au niveau de chaque entreprise. Est-ce qu'il y a des frictions financières, des frictions, disons, un pouvoir de marché, de monopole ou d'oligopole à un niveau microéconomique? Et ben ça conduit à des déviations, on va dire, microéconomiques par rapport à ce qui est la représentation classique d'un système compétitif. Et on peut agréger ça au niveau macroéconomique via la structure du réseau. OK, donc la structure du réseau de production est devenue en quelque sorte un facteur explicatif important de la dynamique ou de la dynamique macroéconomique. Et du coup, de ce point de vue-là, bon, et puis il y a un ensemble aussi de contributions empiriques qui mettent en évidence ou qui confirment ça, ces papiers très théoriques. OK, donc il y a un ensemble de papiers empiriques qui confirment cette théorie, qui disent oui, en effet, on observe bien quand, par exemple, on a un choc à un endroit bien spécifique lié à des événements extrêmes, que ce soit climatiques, des tremblements de terre, etc., on observe bien des mécanismes d'amplification qui sont cohérents avec cette théorie-là. OK. Mais donc, ça génère une question naturellement. OK. Donc, si on dit, OK, ce qui explique la volatilité macroéconomique, c'est la structure des réseaux de production, et ben après, on en vient naturellement à se demander qu'est-ce qui explique la structure des réseaux de production. OK. Et donc, c'est un peu à ça à ce quoi on s'intéresse. Alors, ce n'est pas une question totalement nouvelle. Donc, comme je le disais, il y a la littérature qui s'intéresse plus à la chaîne logistique. Et donc, c'est plus une perspective, on va dire, sur une chaîne logistique. Donc, on a une entreprise, comment elle prend ses décisions, comment elle va trouver ses fournisseurs et ses clients. Ok, donc, c'est un peu pas forcément assez systémique pour répondre à nos genres de problèmes. Il y a grosse littérature sur la formation, des modèles aléatoires de formation de réseau. Il y a un petit peu de littérature qui s'intéresse à ces réseaux de production. Mais bon, alors, une critique potentielle, c'est que on ne comprend pas vraiment les déterminants comportementaux ou quelle est l'action des entreprises qui est à l'origine de ces réseaux. OK? Et il y a un papier, toujours d'Acemoglu, qui, lui, a une approche un peu plus microéconomique. OK? Et donc, c'est de là qu'on va partir, mais on va dire aussi qu'il y a des problèmes dans ce qu'il fait, donc on va essayer d'étendre un peu ce qu'il fait. Donc, ce que je vais faire d'abord, pour vous expliquer pourquoi nous, on a voulu, disons, étendre un peu ce travail ou le modifier un peu, je vais d'abord vous expliquer ce que fait Acemoglu, et puis ensuite, je vais vous dire pourquoi nous, on pense qu'on peut faire un petit peu différemment. OK. Je ne vais pas rentrer dans... C'est assez mathématique, toutes les slides. Je vais essayer de ne pas vous embêter trop avec les détails et de
de vous donner, disons, plutôt les idées fortes de ce qu'il fait et de ce que l'on fait nous. OK. Bon, au départ, on va dire, Acemoglu, il se place dans le cadre classique de la microéconomie ou de ce qu'on appelle la théorie de l'équilibre général. Vous allez avoir des consommateurs qui veulent acheter des biens pour les consommer et qui décident, qui sont rationnels, qui font leur choix en maximisant une fonction d'utilité. OK, ça c'est très classique. Et ce qu'il dit, c'est que, OK, il est, le cadre qu'il construit, il étend la notion classique de la façon dont on représente la production en économie. Typiquement, dans un modèle économique, la façon dont on représente la production, c'est par une fonction de production. OK, donc une fonction de production, c'est quoi? C'est, j'ai une certaine fonction qui va être assez généralement continue, lisse, qui dit, en fonction si j'utilise un certain vecteur d'input ou de, de composants ou de matière, je vais produire une certaine quantité d'output. Et comment dirais-je, le choix microéconomique, il se fait en faisant varier les quantités de différents inputs que je peux utiliser. Donc, par exemple, je vais substituer du travail et du capital en fonction du prix relatif du travail et du capital. Ou je vais peut-être mettre un peu moins de beurre dans mon croissant en fonction du prix du beurre et de la farine. Ça, donc classiquement, une fonction de production, c'est ça. C'est quelque chose qui associe à un ensemble, un vecteur d'input, une quantité d'output. OK. Et grosso modo, les prix vont vous dire exactement. Donc, après, comment vous résolvez ce genre de modèle? Vous dites qu'il va y avoir un prix qui se met en place, vous cherchez le prix tel que les gens vont soit minimiser leurs coûts, soit maximiser leur profit étant donné le prix. Et puis, est-ce que ça correspond bien au choix et si quand tout ça correspond bien au choix du consommateur, vous aurez un équilibre. Mais ce qui est important, c'est que la façon dont on représente la production, c'est pour un vecteur de input, je détermine une quantité d'output. Et c'est une seule fonction qui est donnée. OK. Alors, ce que dit Acemoglu pour prendre en compte ce mécanisme de formation des réseaux de production, c'est qu'en fait, on considère des fonctions de production un peu plus compliquées que ça, OK, où on dit il y a finalement deux étapes dans le choix. Premièrement, je choisis mes fournisseurs. Et donc, je choisis mes fournisseurs, OK? C'est-à-dire, mathématiquement, je choisis un ensemble d'entreprises avec lesquelles je veux échanger ou auprès duquel je veux me fournir. OK? Et il dit, OK, le choix conceptuel, donc c'est-à-dire je choisis le type de input que je mets dans ma fonction de production. Et il dit, OK, conceptuellement, ce choix de ma technique de production au niveau, avant d'avoir déterminé les quantités bien précises, juste dire, c'est plutôt exactement quel est le processus que je vais utiliser. Ça détermine un niveau de productivité de ma technique. Donc c'est ça, c'est cette fonction-là. ZI de SI, ça veut dire, OK, bah, si j'utilise, je sais pas moi, du lithium, je ne sais pas trop quoi pour faire ma batterie électrique, je vais avoir tel niveau de production. Si j'utilise je ne sais pas si j'ai bien choisi l'exemple parce que je ne sais pas, mais il y a une autre type de batterie. Je ne sais pas si c'est du cadmium ou j'en sais rien. Bon, j'utilise de l'eau. Et je pense que donc, cette batterie-là, elle marche moins bien. Au vinaigre, je pense que ce n'est pas très efficace. Mais bon. Donc, ça détermine, mais ce qui est important, c'est que voilà, j'ai un choix D'abord, je choisis mes fournisseurs et après, je retombe, étant donné que je choisis mon fournisseur, ça détermine mon niveau de productivité. Et après ça, je retombe dans le cas précédent, où en fonction des quantités que je vais prendre, ça va déterminer mon niveau de production. Mais il y a deux étapes maintenant. C'est-à-dire, d'abord, je choisis mes fournisseurs. Ça détermine mon niveau de productivité global. Et ensuite, j'ajuste un peu combien je veux de chacun. Je substitue les inputs les uns aux autres. Mais vous voyez déjà que c'est assez différent. C'est plus propice à penser aux choses en termes de réseau, parce que ce qui va être le premier choix, c'est de dire qui sont mes fournisseurs. Et donc, dans ce cadre-là, on peut dire, bon, il y a des hypothèses, machin, OK? Et
Alors, on va essayer de simplifier au fur et à mesure. Ce qui va déterminer la façon dont les firmes se comportent dans ce cadre-là, c'est leur coût de production. Ok. Et on suppose, je vais vous expliquer après comment il vient, enfin, qu'il y a un prix pour les différents inputs. Ok. Et mon coût de production, là, le coût de production pour produire une unité, il va dépendre de deux choses. Il va dépendre du prix, ok, des différents inputs, et des gens que j'ai choisis. Les gens que j'ai choisis, c'est ceux-là, SI. Donc, en fonction des gens que j'ai choisis, ça va déterminer ma productivité, etc. Et puis après, en fonction des prix, bah, je vais ajuster mes inputs, je vais trouver une bonne façon de produire. Ça détermine mon coût. Donc, j'ai un coût qui dépend des gens que je choisis et du prix. On verra plus tard comment le prix vient. OK? Alors, une première chose, on peut dire, on peut se regarder. Donc, et dans tout ce qui suit, on va considérer ça, ce choix, on va dire, mes fournisseurs, c'est comme si vous avez un réseau, ok, c'est de dire, ok, quelles sont les entreprises à qui l'entreprise I est liée. Et nous, on pense notre problématique principale, c'est comment le réseau se forme. Ça, c'est quelque chose qui contribue à expliquer ça. C'est, ok, quelles sont les entreprises à laquelle l'entreprise I choisit de se lier. Ok. Et si j'ai ce choix pour toutes les entreprises, j'ai un réseau de production qui me donne tous les liens entre toutes les entreprises. OK. Donc, première chose, si on essaye de séparer les problèmes en deux, on peut dire, si le réseau était fixé, donc si je connais tous les choix de toutes les entreprises, bon, eh ben, il ne me reste plus qu'à déterminer le prix pour déterminer exactement ce qui va se faire. Quand tous les choix de toutes les entreprises sont fixés, dans ce cas-là, c'est exactement ce que le problème économique classique qu'on appelle le problème d'équilibre général. Chaque firme a sa fonction de production, chaque consommateur a sa fonction d'utilité, et on va déterminer un prix en disant, OK, les consommateurs, on veut que quand les consommateurs maximisent leur utilité et que les firmes, les entreprises minimisent leurs coûts, eh bien, le prix doit être tel que la demande des consommateurs soit égale à l'offre des producteurs. Okay. Ça, c'est une notion classique d'équilibre économique. Et là, on dit, OK, pour chaque réseau, on peut définir un équilibre économique qui est caractérisé notamment par le prix qui va s'établir sur les marchés. Ça, c'est grosso modo la théorie super classique. La seule différence, c'est que là, on a dit, OK, on conditionne ça à l'existence d'un réseau qui a été choisi a priori. Et OK. Et ce que dit Acemoglu, c'est OK, ben maintenant, comment j'explique la formation d'un réseau particulier? Je fais ça en deux étapes. Je dis, OK, je veux choisir, si un réseau se forme, OK, il va y avoir un certain équilibre au sens classique conditionnellement à ce réseau-là. OK, donc, chaque firme, en quelque sorte, sait, dans le monde d'Acemoglu, que étant donné les choix des autres, si elle fait un certain choix de lien, il y a un certain réseau qui va se former. Elle anticipe que du coup, ça va donner un certain prix, et parce que le système est supposé être à l'équilibre, et ils vont dire, OK, bon, ben, donc j'anticipe que si je fais aujourd'hui ces choix de production, ces choix de ce fournisseur-là, ça veut dire que demain, il va y avoir tel équilibre et donc tel prix. Et donc, je sais ce qui va se passer. Et moi, je me dis, OK, ben, je contribue à ce problème-là. Comment je résous, du coup, je choisis mes producteurs. Et ben, dans ce papier-là, il dit, je choisis mes fournisseurs, pardon, de telle sorte que l'équilibre qui va se former par la suite sera celui où mon coût est minimal. L'entreprise cherche à minimiser ses coûts de production. Mais là, vous voyez, elle a quand même une clairvoyance assez forte, quoi. Elle anticipe énormément de choses. Donc, déjà, elle sait plus ou moins quels sont les choix des autres, ok, et elle anticipe quel est l'équilibre économique du système qui sera formé. Ok. Mais bon, donc c'est assez ambitieux comme notion sur la façon dont les entreprises, même compliquées, fonctionnent. Mais si vous voulez, ça étend cette définition classique où il y a une espèce de réseau qui est donné de manière extérieure, ok, qui est une caractéristique du système, à un contexte où, en fait, c'est le choix des agents qui détermine le réseau. Ok. Donc, c'est un modèle statique de formation, mais endogène de formation des réseaux. Ok. Puis après, dans leur papier, ils disent, OK, bon, ben,
c'est important, il existe bien un tel équilibre, et c'est un équilibre, il y en a un seul même, de manière assez générale, et c'est un équilibre qui est efficace du point de vue des consommateurs. C'est un théorème, ce qu'on appelle le théorème de bien-être. Là, comme tout le monde minimise ses coûts, en fait, toutes les entreprises minimisent leurs coûts, c'est ça leur objectif. Si toutes les entreprises minimisent leurs coûts et qu'elles ne font pas de marge ou de surmarge, eh ben, c'est comme si les entreprises travaillaient pour les consommateurs. En fait. Elles ne visent pas à faire du profit, elles visent à minimiser leurs coûts. Donc, ça va être efficace comme notion d'équilibre. Bon, mais quoi qu'il en soit, donc ça, c'est ce que dit Acemoglu. Donc nous, je trouve que c'est intéressant parce que ça étend ce cadre classique à un endroit où on peut penser comment les entreprises font leur choix de, de, de créer des relations dans ces réseaux de production. Mais c'est assez ambitieux en termes de quel type d'information ça demande et à quel point les entreprises sont rationnelles et parfaitement informées quand elles font leur choix. Ok, donc, ça veut dire que les entreprises sont déjà parfaitement informées sur toutes les techniques de production possibles qui existent, ok, qu'elles sont capables qu'elles sont capables d'observer grosso modo tout le réseau, ok, et puis elles sont capables de instantanément intégrer toutes ces informations. Ok, alors nous, on va essayer plutôt de voilà, à peu près dans un cadre assez similaire. Qu'est-ce qui se passe si en fait les entreprises, elles ne peuvent pas avoir tout, mais elles essayent d'apprendre ce qui pourrait être une technique de production meilleure en recherchant ou en observant ce qui se passe autour d'elles dans leur voisinage dans le réseau. Et puis, on va considérer un modèle où elles sont pas en mesure de s'ajuster instantanément à la meilleure technique de production, mais progressivement, dans le temps, elles observent, elles mettent à jour ou elles améliorent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis on va voir est-ce que ça donne deux réseaux différents de ceux d'Acemoglu, est-ce que ça correspond dans certains cas, et qu'est-ce qu'on peut apprendre de nouveau. Et ça, c'est la conclusion, je vous dirai après. OK. Donc, l'idée principale dans tout ce qui va à la suite, du point de vue un peu matheux, c'est que dans ce genre de modèle, OK, il y a des rendements. Ce qui est important, c'est qu'il y a des rendements qui sont constants. Ok, c'est-à-dire, quand je double ou quand je triple ma production, mon coût de production unitaire ne change pas. Ou quand je diminue ma production, mon coût de production unitaire ne change pas non plus. Ce qui veut dire quoi? Ce qui va lier entre elles, ça, cette propriété, ça lie entre elles les coûts de production de chacune des entreprises au sens suivant. Si je suis dans ce cadre-là, lorsque moi, monsieur I, j'arrive à réduire mon coût de production, ça ne peut pas augmenter le coût de production des autres. Okay, parce que, je veux dire, si je. Et vu le système dont on fixe les prix, là, on a des prix qui sont fixés par rapport à des marges sur les coûts. Donc, quand on fixe les prix en utilisant une marge sur les coûts, n'importe qui résout, si quelqu'un réduit son coût de production, eh ben, ça ne peut pas conduire à quelqu'un d'autre à augmenter son coût de production. Okay, donc, il y a une espèce de corrélation entre les coûts de production de chacun. Donc, ils sont positivement corrélés. Donc, quelqu'un réduit son coût de production, tout le monde réduit son coût de production, en tout cas, personne ne l'augmente. Et ça, c'est le truc fondamental pour disons, considérer le type de dynamique qu'on va considérer. OK. Donc ça, c'est vrai parce qu'il y a des rendements croissants, mais si vous voyez, si vous voulez, s'il y a des rendements, par exemple, qui sont des rendements croissants, s'il y avait des rendements croissants, ce n'est pas vrai. Si, euh, par exemple, quelqu'un baisse son coût de production et que du coup, il y a une entreprise qui perd beaucoup de parts de marché et que si elle produit à plus petite échelle, ses coûts de production augmentent, ça serait plus vrai. Okay, parce qu'elle serait obligée d'augmenter son prix pour quelqu'un d'autre. Mais bon, nous, on suppose que ça marche. Et qu'est-ce qu'on dit après sur la façon dont se formalise, se déroule le mécanisme de formation des réseaux? On dit, OK, on est dans un système dynamique et l'état du système, à chaque instant, il est caractérisé par le réseau de production, c'est-à-dire qui achète de qui. OK, donc ST, c'est des S puissance, donc c'est le réseau temps T, et le coefficient IJ de donc on représente ça par une matrice d'adjacence. OK? Et SIJ,
c'est 1 si J est un fournisseur de I et 0 si ce n'est pas un fournisseur. OK? Donc, oh, je vais pas vous casser votre écran, désolé. Donc, à chaque ce qui caractérise l'état du système, c'est la structure du réseau ou la donnée du réseau à l'instant T. Qu'est-ce qui se passe? À chaque période, on suppose qu'il y a une mise à jour séquentielle du réseau, où on a une entreprise à chaque période qui est sélectionnée au hasard pour mettre à jour sa technologie. OK? Et qu'est-ce qu'on suppose quoi? On suppose que chaque entreprise, elle est quelque part dans le réseau de production et elle peut observer localement. Et en fait, alors ça, on s'inspire d'un travaux de Carvalho et Voigtlander. Alors, c'est pas forcément exactement toujours comme ça, mais ils disent, ok, en tout cas dans le domaine, souvent les innovations se font parce qu'une entreprise observe ce que fait un des fournisseurs de son fournisseur et se rend compte qu'elle aurait un input, qu'il pourrait lui demander un input plus adapté à son système de production. Ok. Donc grosso modo, nous ce qu'on va dire, c'est qu'on cherche des nouveaux fournisseurs dans notre chaîne de logistique vers le haut. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est mon voisinage de degré R plus 1 dans le réseau, c'est les gens qui sont à une distance dans le réseau de moi, en allant vers le haut. Euh, C'est un réseau orienté, c'est ça? oui, oui, parce que je suis le... D'accord. Et on est fournisseurs, etc. Oui. Bon, après, c'est pas vraiment important, on pourrait regarder aussi vers le bas, mais a priori, on regarde plutôt vers le haut que vers le bas. Et donc, on regarde, mais on regarde, c'est-à-dire qu'il y a un certain rayon. Chaque firme a une espèce de rayon d'observation. Ok, donc, elle regarde un rayon d'observation dans le réseau. Elle voit qui est dans ce rayon d'observation. Ok, et puis elle va dire, OK, ben moi, je choisis. Je regarde c'est quoi le mieux que je pourrais faire en combinant les producteurs dans ce rayon d'observation et en termes de mon coût de production. Et je me dis, OK, ben, si je trouve mieux que ce que j'ai actuellement, je change de technique de production, je modifie mes liens dans le réseau en adoptant ces nouveaux producteurs. OK, donc, qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait que la dynamique, en fait, c'est une chaîne de Markov assez simple, où le seule dimension aléatoire, mais qui est quand même importante, c'est quelle firme met à jour, dans quel ordre les firmes mettent à jour leur technique de production. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? En une étape, ben, on passe soit la firme qui est sélectionnée pour observer quelque chose ne trouve pas de meilleure technique auquel cas il ne se passe rien. OK? Euh, Qu'est-ce que j'ai écrit là? Euh, donc ça, je ne peux pas passer à quelque chose. Ouais, soit c'est ça. Donc soit je reste au même endroit. Je reste au même endroit. Ça, le 1 sur m partout, c'est la probabilité que ce soit la firme I qui soit sélectionnée pour changer. Donc je reste au même endroit si ma technique actuelle est la meilleure possible. OK? Si ma technique actuelle est la meilleure possible, je ne bouge pas. Sinon, je peux bouger moi-même là. Les autres ne bougent pas, il n'y a que moi qui bouge, et je bouge vers quelque chose qui est meilleur que ce que j'ai. Et puis, c'est les seuls mouvements que je peux faire. OK? Soit rien ne change, soit il n'y a que l'entreprise numéro I qui change. OK. Alors c'est une chaîne de Markov, mais c'est une chaîne de Markov très simple. OK? Pourquoi? Parce que la seule possibilité, c'est de réduire le coût. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe? Chaque firme, soit elle peut réduire son coût, soit elle ne peut plus réduire son coût. OK? Donc, si une firme a une possibilité de réduire son coût, eh ben, elle va finir par le réduire. OK? Et c'est vrai pour toutes les firmes. Et donc, in fine, on va se retrouver, c'est comme si on a un potentiel, en fait. Le potentiel, c'est grosso modo la somme des coûts de production, si vous voulez. Et au fur et à mesure, ce potentiel, il descend jusqu'à ce qu'il ne puisse plus descendre. Okay. Il ne peut plus descendre quand chaque firme, là où elle est, elle ne peut pas, elle n'observe plus de technique de production qui soit meilleure que celle qu'elle utilise actuellement. Ça ne peut pas augmenter. Voilà, mais nous, on a dit que non. OK, donc, ça fait quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est facile, on connaît bien la façon dont ça va se comporter. OK? Et on dit, donc, ça va converger vers un équilibre, on appelle ça un équilibre avec rayon R. OK?
si on a trouve chaque firme, quand elle est dans le réseau, c'est des réseaux, ou pour chaque firme, si je regarde ce qui se passe à un certain rayon de leur position actuelle, elles ne trouvent pas de façon d'augmenter leur productivité ou de diminuer leur coût de production. OK? Alors, bon, il y a deux choses un peu. Donc, c'est quoi la structure de ces équilibres? Comment ils dépendent de. La première question qu'on se pose, une question assez basique, c'est quoi la structure de ces équilibres? En quoi ils dépendent du rayon, de la façon dont je cherche? OK, bon, bah, il y a des trucs très simples, cas polaires un peu triviaux. C'est si je suis complètement aveugle et je ne vois que ce que je fais actuellement, bah, je ne peux jamais trouver quelque chose de mieux. Et donc, en fait, n'importe quel réseau serait un équilibre. OK, je suis dans une situation, je ne sais pas quelles sont les autres situations, bah, je ne peux que rester là. Donc, il y a une situation où la situation où personne n'a de visibilité, c'est la situation où tout réseau est un équilibre. Et la situation, le cas polaire, c'est si j'ai un rayon infini. Un rayon infini, donc j'observe tout. Si j'observe tout, c'est le cas que j'ai décrit au préalable de Acemoglu où j'intègre toutes les innovations techniques possibles. OK? Et puis, il y a le cas entre les deux où j'ai un rayon donné R. OK? À ce moment-là, eh ben, en fait, je peux avoir plusieurs équilibres. OK? Puis, d'autre part, on voit assez facilement que ces équilibres, ils sont ordonnés. Si je suis un équilibre avec un certain rayon euh, d'observation, je suis aussi même si on me réduit mon rayon d'observation, ça reste un équilibre, ok. Parce que je n'ai pas de déviation possible avec un rayon R, alors je n'aurai pas de déviation possible avec un rayon R-1. Ok. Bon, donc ça donne un peu la structure des modèles, du type de modèle qu'on connaît. Et OK. Et ce qu'on regarde après, c'est, on va dire, alors, comment les équilibres varient avec ce rayon d'observation. Qu'est-ce qui se passe quand les firmes observent de plus en plus en se disant, OK, de pouvoir observer de plus en plus, c'est un peu comme un proxy pour l'idée que l'économie dans son ensemble est de plus innovante. Voilà. C'est-à-dire, on utilise ce rayon comme une mesure de la capacité des entreprises comment dirais-je, assimiler l'information. Et donc, on dit si les entreprises peuvent plus assimiler l'information, l'économie est plus innovante. Donc, on regarde comment ça va, ce qui se passe quand euh, ce rayon varie. Ok, donc la première chose qu'on remarque, c'est que c'est coûteux, en un certain sens, de ne pas observer les choses parfaitement. Ok, donc l'équilibre tel que le décrit Acemoglu, celui où il y a un rayon d'observation infini, il est généralement meilleur au sens de l'utilité qu'il fournit au consommateur que celui que on obtient un équilibre dans lequel les gens n'ont qu'un rayon d'observation limité. Et on peut dire, donc c'est assez populaire dans ce genre de problème, d'après dire, il y a le prix de l'anarchie, le prix de la complexité, là c'est le prix de l'observabilité. On dit, OK, il y a un certain prix et qui peut être très grand. Et si, en fonction de comment sont données les structures de production, quelles sont les caractéristiques de la productivité, ben, en fait, ça peut être très dommageable de ne pas tout observer. OK. Euh, Ensuite, bon, je vais pas aller en détail. Ensuite, euh, alors, ce qui est vraiment, point de vue mathématiquement, et en fait, toutes les hypothèses de ce modèle sur la façon dont, quoi, les hypothèses sur ce genre de modèle, sur ce qui va se passer, elles sont un peu cachées dans ce paramètre-là. C'est ce que je vous ai dit au départ. OK, en fonction des choix que je vais faire de mes fournisseurs, ça va déterminer mon niveau de productivité globale. Bon, bah, la façon dont ces deux choses sont liées, ça va déterminer, grosso modo, toutes les propriétés du modèle. Okay, c'est-à-dire comment la productivité est déterminée par la combinaison des gens avec qui j'entretiens des relations. Okay. Alors ça, c'est l'hypothèse que fait Acemoglu. L'hypothèse que fait Acemoglu, c'est que chaque input a un niveau de productivité intrinsèque. Okay. Donc si je les combine, j'en fais une somme linéaire, j'en fais une somme, plus il y a un caractère, un choc si vous voulez, ou il y a un terme spécifique à cette combinaison-là,
ok, qui en fait peut tout changer en fonction de la variance possible. Donc ça, c'est le truc d'Acemoglu, mais nous, ça ne colle pas trop avec ce qu'on veut faire. Parce que ça, c'est quand même dire, OK, quelle que soit la façon dont on combine, plus ou moins, ça se combine linéairement. Donc nous, on utilise plutôt une représentation un peu différente de déterminant de la productivité. On va dire, euh, grosso modo, nous, ce qu'on dit, c'est en tout cas dans pas mal des résultats qu'on regarde, on dit, OK, les types d'input, ils sont par paquet, on va dire, par cluster. Dans un cluster, on peut substituer les inputs les uns aux autres. Il y en a certains qui peuvent être plus productifs, en fait, donc on peut découvrir des inputs qui sont meilleurs. OK, ça c'est une chose. Et puis, dans deuxième chose, on peut découvrir aussi des groupes d'inputs qui sont meilleurs. OK, donc il peut y avoir des groupes d'inputs qui ne nous servent à rien, mais si on en ajoute un, c'est généralement que ça augmente notre productivité. OK. Donc, la première chose donc si dans ce contexte-là, si on a ces hypothèses-là sur la productivité, notamment si on a l'hypothèse que il existe, quand on trouve une nouvelle technique de production, ok, soit on remplace un input un par un, soit on l'ajoute, ok, c'est trivial en fait ce que je viens de dire, ce que je veux dire, c'est que nous on a plus ou moins une hypothèse qui nous dit que quand on change de technique de production, quand on améliore nos techniques de production, c'est soit qu'on remplace un bien par un autre, ok, soit qu'on ajoute un nouveau bien. Mais on n'en soustrait jamais de manière absolue. Alors, si ça c'est vrai, ça voudrait dire que quand ce rayon d'exploration augmente, eh ben, forcément le réseau devient plus connecté. Parce qu'on ne peut faire que ajouter des biens. Ok. De la même façon, sous certaines hypothèses, ok, si quand on s'il y a des biens qui sont intrinsèquement meilleurs que d'autres, qui ont intrinsèquement une meilleure productivité que d'autres, qu'est-ce qui va se passer quand on augmente son rayon d'observation? Eh ben, ces biens qui sont intrinsèquement meilleurs que d'autres, les gens qui utilisaient l'autre bien, quand ils vont découvrir celui qui est meilleur, vont se connecter, vont remplacer l'ancien par le nouveau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les connexions vont se focaliser sur celui qui est plus productif. Ok. Donc, quand on augmente le rayon d'observation, quand on a une économie plus innovante de ce point de vue-là, normalement, ça devrait décaler la distribution des degrés vers la droite. Ok, c'est la deuxième chose. Et donc ça, c'est un peu la statique, ce qu'on appelle la statique comparative du modèle. Et alors, maintenant, ça, c'est une première chose qu'on a regardé. OK, ce qui est intéressant, c'est que ça donne, si vous voulez, des implications qui peuvent être vérifiées empiriquement sur comment la structure du réseau est liée au caractère plus ou moins innovant ou performant de, de l'économie du point de vue de la découverte technologique. OK, donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose qu'on a fait, c'est on a essayé de comprendre si, dans ce cadre, comment se diffusent les innovations. Ok. Donc, on essaye de représenter un mécanisme où on suppose on est arrivé à une espèce d'équilibre, et maintenant il y a un nouveau bien qui arrive, ok, ou une nouvelle entreprise qui produit quelque chose de nouveau, et on s'intéresse à la façon dont ça va se diffuser dans le réseau. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on considère qu'on a un équilibre initial, et puis on suppose qu'il y a un nouveau bien qui est introduit dans le réseau et qu'il y a une seule firme au départ qui l'adopte. Ok. Donc, il y a une seule firme qui l'adopte, et la question qu'on se pose, c'est grosso modo, jusqu'où l'innovation va se diffuser et qui va l'adopter. Ok. Donc, on simplifie un peu le modèle, et ce qui est intéressant, alors ça, c'est pas vraiment nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est que là, on a des espèces de fondements microéconomiques pour les modèles de diffusion épidémique. Parce que qu'est-ce qui va se passer? OK? Bon, bah, donc on a ce nouveau bien, on peut dire, OK, ce qu'on traque, c'est qui l'a adopté. Ce qu'il a adopté, c'est un mécanisme un peu aléatoire, parce que ça dépend de qui observe qui, comme qui observe qui, c'est aléatoire lui-même. OK? Donc, c'est un mécanisme aléatoire qui est représenté par un vecteur de variables, AI, OK? T, qui est 1 si l'entreprise I a adopté le nouveau bien ou l'innovation, et 0 s'il ne l'a pas adopté.
OK? En plus, donc ça, c'est ce qu'on traque. Et on va dire, OK, pour chaque entreprise, on a aussi une caractéristique BI, OK, qui est est-ce que c'est bénéfique pour elle de l'adopter ou pas, ce truc? Parce que si c'est pas bénéfique, eh ben, il n'y a pas de raison de l'adopter. OK, donc ce qui va se passer dans notre modèle, c'est quoi? Eh ben, à chaque étape, bon, la seule possibilité, c'est qu'une entreprise adopte la nouvelle technologie. OK? Donc, personne ne renonce à la nouvelle technologie, a priori. Donc, une entreprise adopte la nouvelle technologie. Bon, bah, si elle ne l'a pas déjà adoptée, si BI égale 1, c'est-à-dire que c'est une bonne idée pour elle de l'adopter. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire au moins une des entreprises dans son rayon d'observation l'a déjà adopté. OK? Et ça, peut-être sans doute les gens ici sont plus familiers avec ça, c'est en fait un modèle de diffusion épidémique, OK, où la matrice de contagion, en fait, le taux de contagion, il est 1 du moment que vous avez un contact avec quelqu'un qui est déjà contaminé. Et la matrice de diffusion, c'est cette matrice d'observabilité où je suis diffusé si je vois quelqu'un. C'est un peu comme, je crois qu'il y a des films de zombies comme ça, là, où dès qu'on voit quelqu'un, on devient un zombie. Voilà, c'est pareil. Sauf qu'on peut voir à plusieurs degrés. OK? Et donc, c'est un modèle. Oui, oui. C'est un modèle de diffusion épidémique où il y a trois compartiments. Soit je suis infecté, soit je suis susceptible, donc je serai intéressé, mais je n'ai pas encore vu, soit je suis pas intéressé, donc je ne peux pas être contaminé. OK. Donc ça fait un lien, si vous voulez, entre ces modèles assez microéconomiques de diffusion de l'innovation et des modèles plus épidémiques. OK? Donc c'est pareil, ça aussi, c'est une chaîne de Markov, hein, le truc. Et ce qui est intéressant, OK, aussi un autre point qu'on peut remarquer, c'est que quelle va être l'étendue de la diffusion d'une innovation? Bah, une innovation qui est diffusée, donc c'est une chaîne de Markov, elle va converger vers un état stationnaire, hein. Si personne, c'est très connu que si personne n'est immunisé, bah, tout le monde va être contaminé. Et puis s'il y a des gens qui sont immunisés, ça peut bloquer la diffusion de l'innovation à certains endroits. OK? Et donc ça peut l'empêcher de se diffuser complètement en fonction de qui est immunisé ou pas. Et c'est le problème de vaccination, grosso modo. Sauf que là, on ne veut pas que le truc ne se diffuse pas, on veut a priori qu'il se diffuse. OK? Donc, mais grosso modo, vers quoi ça va se diffuser? Ça va se diffuser vers le composant connexe de l'endroit où j'ai mis l'innovation au départ, euh, dans le réseau où euh, les seuls nœuds qui sont présents, ou les seules entreprises qui sont présentes, c'est celles qui sont susceptibles d'adopter l'innovation. OK. Et donc, peut-être là, vous voyez où je veux en venir. Et du coup, on peut faire un lien avec les mécanismes de percolation. OK. Si on dit le fait que l'innovation soit bénéfique ou pas pour une entreprise, c'est un truc qui est probabiliste. Et pour chaque entreprise, on va dire pour simplifier, pour chaque entreprise, une innovation donnée est bénéfique avec une certaine probabilité P. OK? On cherche du coup un problème de percolation. On cherche à savoir quel est le composant connexe, OK, du réseau où chaque nœud est présent avec probabilité P. Okay, et le réseau, c'est le réseau d'observabilité. Okay, donc c'est un problème de percolation. On sait que dans le cas infini, bon, bah, soit il y a un composant euh, géant, soit il n'y en a pas. Okay, et puis dans le cas fini où on est nous, euh, il y a un certain nombre de méthodes, là, des méthodes de passage de messages, etc., qu'on a utilisées. Je parlerai un peu plus loin pour essayer de caractériser. Donc, mais grosso modo, l'idée générale, c'est que, ok, donc le problème de percolation fini, peut-être il est plus simple à comprendre. Il dit, ok, chaque nœud est présent avec probabilité ou pas avec probabilité P, ok, et on regarde est-ce que dans le réseau qui est formé par les nœuds présents, est-ce qu'il y a un composant de taille infinie?
Et on sait que le théorème de 0,1 de Kolmogorov, on sait que bon, bah, il y aura un seuil. En dessous de ce seuil, pour la probabilité de cette probabilité d'être contaminé, on va dire, ou d'accepter la contamination, et ben, si la probabilité est en dessous d'un seuil qui dépend du réseau, et ben, il n'y aura pas de diffusion, il n'y aura pas de composant géant. Si elle est au-dessus du seuil, il y aura un composant géant. Ce qui est important pour nous, c'est que c'est une caractéristique du réseau, ok. Ce seuil, c'est une caractéristique du réseau de départ, qui est une caractéristique du réseau de départ qui explique l'étendue de la diffusion de l'innovation. Ok. Alors, il y a des méthodes qui permettent de donner des approximations dans les réseaux finaux, c'est ce qu'on utilise. Ok. Et donc, notre problème dans notre réseau fini de diffusion de l'innovation, c'est, ok, bah, du coup, il va y avoir des innovations qui se diffusent et des innovations qui ne se diffusent pas. Ok. En fonction de est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous du seuil de percolation. Une innovation de bonne qualité, au sens qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient l'adopter, ou une innovation, euh, on va dire, systémique ou à grande portée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont susceptibles d'être intéressés, elle va se diffuser facilement, elle peut se diffuser facilement, plus ou moins facilement en fonction du réseau, et une innovation de moindre qualité ou qui peut toucher moins de personnes va avoir moins tendance à se diffuser. Et la question de se diffuser vers les gens qui sont potentiellement intéressés. Et le seuil où entre une innovation de bonne qualité et une innovation de mauvaise qualité, au sens de pouvoir se diffuser ou pas, c'est pas dans l'absolu, mais il dépend de la structure du réseau. Okay, parce que le seuil, le seuil de percolation va dépendre de la structure du réseau. Ok, donc ça c'est autre chose. Après, c'est des résultats assez classiques sur la percolation, mais où encore une fois on peut dériver, oui, des espèces de conditions testables empiriquement. On va dire, ok, du coup, si le réseau est par sa structure plus conductif de l'innovation, ok, en fait, et grosso modo, ça va être des propriétés souvent spectrales du réseau, ok, donc soit sa matrice d'adjacence, soit ce qu'on appelle la matrice d'Hashimoto, ce qui est la matrice d'adjacence d'un graphe dérivé du premier, ok. Bon, bah, si grosso modo j'ai un rayon spectral plus élevé, eh ben, je vais plus facilement diffuser les innovations, parce que grosso modo, le seuil, c'est 1 sur le rayon spectral. Donc, je peux du coup mesurer, si je l'ai un réseau de production, ok, je peux mesurer son rayon spectral et je peux dire, ok, a priori, dans ce réseau-là, les innovations doivent se diffuser facilement. Ok. Alors après, on s'est dit, on va essayer de faire ça, mais le problème pour faire ce genre de choses, donc toutes les choses dont j'ai parlé, c'est-à-dire en termes d'application empirique, c'est-à-dire, ok, ben, les réseaux quand l'économie est plus innovante, normalement, le réseau devrait être plus connecté, avoir une queue plus épaisse et un rayon spectral plus élevé. Ok, pour faire ça, pour pouvoir faire ce genre de comparaison, il me faudrait beaucoup de réseaux de production pour différents systèmes économiques, ou en tout cas leur évolution dans le temps, et il me faudrait une mesure d'innovation. Alors, les mesures d'innovation, ce n'est pas très compliqué. Il y a des bases de données de l'OCDE qui contiennent tout un tas de mesures de l'innovation, le nombre de brevets, les process, est-ce qu'il y a des process d'innovation en place, etc. Ce qui est plus compliqué, c'est les réseaux de production. Parce que ça, on ne les observe pas trop. Et genre, il y a deux, trois données. Ok, les réseaux de production, c'est quoi? C'est les données, grosso modo, de la TVA. C'est qui paye à qui. Ok. Alors, il y a des pays où c'est pas public, hein, c'est jamais public, mais on peut accéder aux données pour la Belgique, la Hongrie et l'Équateur, je crois, mais ça fait pas beaucoup. Et alors du coup, on est un peu coincé, donc on a utilisé un truc qui est un peu, euh, comment dirais-je, approximatif. C'est qu'au lieu de prendre le réseau de production, on a pris le réseau, un truc qui est très connu, bien documenté, c'est le réseau de citation de brevets. C'est un peu différent. Mais bon, on va dire, on prend ça comme un proxy de réseau entre entreprises. Ok, donc un réseau de citation. Hein. Alors, on peut penser que ça l'est, mais bon, ce n'est pas des arguments. C'est-à-dire, ok, on va probablement utiliser, quand on va, donc dans les applications de brevets, on cite les autres brevets, quoi. Et on va probablement citer les brevets voilà, en fait.
soit on cite les brevets probablement de nos concurrents, soit on cite ceux de nos fournisseurs parce qu'on dit on améliore ce qu'ils ont fait, ou on utilise ci et ça, cette innovation technique déjà existante pour transformer celle-là. Donc, c'est pas complètement absurde, sinon on l'aurait pas fait, mais bon, c'est pas hyper satisfaisant non plus. Ok, donc pour l'instant, là, c'est vraiment en progress. Donc, mais grosso modo, ce qu'on voit, c'est que, donc ce qu'on fait, c'est qu'on me compare des caractéristiques du réseau, ok, donc le rayon spectral de la matrice d'adjacence, de la matrice d'Hashimoto, la densité, la, euh, la skewness, la symétrie, la distribution hein, de la distribution des degrés, et on regarde si c'est plus ou moins corrélé à différentes mesures d'innovation. Alors, c'est pas trop mal ce qu'on trouve, mais bon, c'est pas une preuve flagrante de la correction, de la véracité de la théorie qu'on avance, quoi. Bon, et donc, grosso modo, ouais, voilà. Donc, en résumé, donc en étant un peu le modèle, donc il y a cette innovation assez un peu conceptuelle, d'assez mots sur la façon dont on peut représenter la production. Donc, ça permet de faire un lien entre les mécanismes de formation de réseau, on va dire, et, la théorie économique classique et la notion d'équilibre économique. Et dans ce cadre-là, on se regarde ce qui se passe quand les entreprises n'observent pas de manière parfaite la structure de production et mettent à jour leur technologie progressivement dans le temps. OK? Donc, on montre que, OK, ben il y a un coût d'avoir une observabilité parfaite. On va pas adopter toutes les innovations possibles. Il y a certaines innovations potentielles qui auraient pu être utiles qui partent à la poubelle parce qu'on n'a pas le temps de les mettre en place ou elles ne sont pas observées par ceux qui pourraient la, les mettre en place. OK? Et on voit que le genre de mécanisme qu'on met en œuvre, ils font un lien entre ces théories, ils ont un microéconomique classique et les modèles plus de diffusion épidémique et de percolation qui sont utilisés, on va dire, par exemple, dans les approches plus basées sur les systèmes complexes. Je crois que Jean-Pierre, à un moment, tu avais fait des trucs sur l'innovation aussi, non? Ou pas? Vaguement. Vaguement. Et il y a un papier de Silverberg et je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, bon, Silverberg et Goldthorpe qui justement faisait exactement ce genre disait, OK, c'est ce genre de mécanisme, l'innovation, on peut l'expliquer par des mécanismes euh, épidémiques ou de percolation, etc. Et donc là, ce qu'on fait, c'est un peu faire un lien entre ce genre de modèle et la théorie économique, la micro plus classique. Et, bon, et du coup, on récupère quelques hypothèses qu'on peut tester en pratique, ce qu'on a commencé à faire, mais il faudrait pouvoir observer vraiment les réseaux de production pour pouvoir vraiment conclure et approuver. Oui, c'est ça, Verspagen. Voilà. Et puis voilà. Voilà. Donc, merci pour votre attention et voilà ce que j'avais à vous dire.